Bonjour, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui le professeur Bertrand Dupont, qui fait partie de ceux qu'on appelle les pionniers de la mycologie médicale et qui nous fait l'honneur de répondre à un certain nombre de questions, ce qui permettra de transmettre des informations aux générations à venir. Alors, quelques mots d'abord d'introduction. Bertrand Dupont euh, est né en 1940. Il est marié, il a trois enfants et il aime bien rappeler que son père était médecin de campagne dans le Berry. Malgré ça, il est allé poursuivre ensuite ses études de médecine à Paris, comme externe des hôpitaux de Paris de 1962 à 1964, puis comme interne des hôpitaux privés jusqu'à son service militaire, où, dans le cadre de la coopération, il a travaillé à l'hôpital principal de Dakar, au Sénégal. À la suite de cela, Bertrand Dupont a été interne des hôpitaux de Paris entre 1968 et 1972 et a suivi un cursus de maladies infectieuses. Il a été très tôt intéressé par les maladies infectieuses, d'abord au cours de son externat à l'hôpital Claude Bernard, puis à l'hôpital militaire de Dakar au cours de sa coopération. Et de retour à Paris, il a effectué son internat des hôpitaux de Paris dans les services de maladies infectieuses et de réanimation. En parallèle, il a suivi une formation de bactériologie afin d'occuper un emploi d'assistant de bactériologie pour l'enseignement à l'hôpital Cochin. Puis, on est aux alentours des années 1970. Et en 1972, l'Institut Pasteur, qui restructure son hôpital, le recrute comme chef de clinique assistant. Et après 8 années d'exercice, il est nommé professeur des universités praticien hospitalier à la faculté de médecine Paris 5 et détaché à l'hôpital de l'Institut Pasteur. Et en 1989, le professeur Bertrand Dupont est nommé chef de service de l'hôpital, de la consultation, du centre de vaccination et d'allergologie, après la retraite du professeur Claude Laprelle. Alors, au cours de ces années de soins qui ont été marquées par la prise en charge des pathologies infectieuses et tropicales classiques, le professeur Dupont a développé un intérêt particulier pour le mycose systémique, notamment tropicale, mais également par l'irruption de la pathologie liée au VIH qui a représenté pendant près de 20 ans une part importante de son activité. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a développé un grand nombre d'études épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques. Et en 2000, dans l'année 2000, la politique de fermeture des lits d'hôpitaux en région parisienne a comporté la fermeture de l'hôpital de l'Institut Pasteur. Et à ce moment-là, le professeur Dupont a été nommé à l'assistance publique comme chef de service de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Necker. Et pendant toutes ces années, il a assuré l'enseignement des maladies infectieuses à l'université Paris 5. En parallèle, il a poursuivi un cursus de mycologie. Et dès les années 1970, et en l'occurrence en 1974, les célèbres professeurs Drouet, Maria et Ségretin, à la recherche d'un jeune collaborateur, ont proposé à Bertrand Dupont de les rejoindre à l'unité de mycologie qu'il dirigeait alors à l'Institut Pasteur. Il n'a pas hésité à saisir cette opportunité, a pris sur place la mycologie de laboratoire avec l'aide très précieuse de tout le personnel, puis a mis autour de sa notoriété parisienne d'abord, puis française, puis internationale, un point d'honneur à développer la discipline de mycologie médicale et son enseignement. Il a passé le diplôme de mycologie médicale à l'Institut Pasteur et puis donc peu à peu s'est investi dans les sociétés savantes nationales et internationales, ce dont il va nous parler. Donc, professeur Bertrand Dupont, merci beaucoup d'être avec nous. On a quelques questions à vous proposer pour essayer d'étayer un petit peu votre parcours et puis ensuite la façon dont vous avez euh, acquis les connaissances et disséminé les connaissances autour de la mycologie médicale. Si on devait commencer par le parcours, comment est-ce que vous décririez la mycologie médicale à vos débuts? Et qu'est-ce qui vous a attiré vers l'étude des champignons, des micromycètes? Et à l'époque, est-ce qu'il y avait des opportunités ou bien des difficultés rencontrées en début de votre carrière? Eh bien, quand j'ai commencé la mycologie il y a presque 50 ans, on peut dire que la mycologie était un peu à l'âge de pierre, hein, au Moyen Âge. La mycologie avait été souvent non reconnue comme une spécialité autonome. La mycologie médicale était fondue, presque noyée dans la microbiologie, et c'était plutôt le parent pauvre.
dans ce domaine, avec peu de crédits, peu de postes, peu de promotions. Les chefs de service étaient presque toujours des bactériologistes et presque jamais des mycologues. Donc la spécialité à l'époque était sous-estimée. Bon, il faut reconnaître qu'il y avait relativement peu de mycoses systémiques, beaucoup de mycoses superficielles et les dermatologues les prenaient en charge. Et il y avait en effet peu de patients immunodéprimés, pas encore de sida, très peu d'antifongiques systémiques disponibles. À l'époque, ça se limitait à l'amphotericine B et à la 5-fluorocytosine. Il y avait un diagnostic mycologique limité à l'examen direct et la culture. Il n'y avait pas encore de standardisation des techniques, pas de détection de métaboliques ou d'antigènes, pas de, donc, et on se limitait pratiquement aux infections à Candida albicans, Aspergillus fumigatus, un peu de cryptocoque. Les autres champignons étaient exceptionnels, voire considérés comme des contaminants. Donc c'était vraiment le tout début de la mycologie. Et les choses ont beaucoup changé dans les années qui ont suivi, mais au départ, c'était un petit peu le tableau qu'on peut en faire. Très bien, ben, merci beaucoup pour cette photographie, en effet. Alors, parlez-nous du processus qui vous a permis d'y parvenir finalement à cet investissement. Alors, il y a eu cette rencontre décisive avec nos trois mousquetaires, comme on les appelle. Moi, je suis arrivé à l'hôpital de l'Institut Pasteur dans les années 72. J'ai commencé un travail de bactériologie avec le professeur Chabert et Patrice Courvalin sur les bactéries sans paroi, mais dans, peu de temps après, j'en ai fait été approché par les professeurs Drouet, Segretin et Maria, qui m'ont proposé de venir les rejoindre. Donc j'étais tout à fait partant pour rejoindre ce trio très célèbre et déjà très renommé et qui me proposait la formation sur place au laboratoire de mycologie. J'avais un intérêt pour le travail de laboratoire et je pouvais le continuer en mycologie plutôt qu'en bactériologie. Euh, la mycologie était relativement peu présente dans la spécialité de maladies infectieuses et j'étais très intéressé de développer cet aspect. Donc, il y avait une opportunité de participer avec cette équipe très connue. Il y avait des projets d'avenir pour moi si je réussissais dans dans ce domaine, ce qui n'était pas gagné à l'époque, mais c'était au moins une possibilité. Et par contre, il fallait tout apprendre en mycologie. Alors qu'on comprenne bien, parce que là, on est en 1974. Il y a cette unité de mycologie en effet reconnue, puis il y a tout l'héritage de Pasteur. Mais ça veut dire quoi, unité de mycologie à l'époque? Il y avait combien de personnel? C'était quand même, c'était un espace laboratoire étendu ou bien les travaux se faisaient dans deux, trois petites pièces? Oh, c'était déjà un laboratoire relativement important quand même, aussi bien en étendue. Il y avait trois domaines de recherche menés par les trois mousquetaires, Drouet, Segretin et Maria, donc ça faisait déjà trois grands thèmes de recherche. Il y avait un chef de laboratoire, Claude Debièvre, et puis Patrick Boiron, et il y avait trois techniciens. Donc il y avait quand même, c'était pas une énorme unité, mais il y avait déjà quand même un noyau assez important. Une belle structure, d'accord. Avec une animalerie, donc on faisait pas mal de pathologies expérimentales animales, donc il y avait de quoi travailler. Alors, la mycologie médicale a depuis connu une évolution et un développement considérable hein, au cours des 40 dernières années. Selon vous, quels aspects doivent rester euh, en mémoire et comment pouvons-nous nous assurer de maintenir les orientations qui ont été prises autour de la mycologie médicale, c'est-à-dire l'épidémiologie, le diagnostic, le traitement. Mais est-ce que, par exemple, sur la prévention, on a fait assez, etc. Il y a déjà beaucoup qui a été fait en mycologie médicale. Euh, il y a eu
beaucoup de collaborations qui sont nées entre les mycologues et les différentes spécialités médicales, euh, en hématologie, en réanimation, en pneumologie, euh, notamment. Et il faut reconnaître que l'arrivée du sida dans les années 80-82 a boosté toute la pathologie fongique systémique. Donc les collaborations se sont assez naturellement établies et le développement de la mycologie s'est fait grâce à un enseignement de la spécialité, à la fois à l'Institut Pasteur et par des diplômes universitaires qui ont été créés. J'en ai créé un, il y en a d'autres depuis qui ont été créés. Et puis, beaucoup d'études collaboratives ont pris naissance. Il y a eu en France un noyau très important de mycologues qui petit à petit a émergé. Donc, en effet, oui, en parallèle du cours historique de mycologie de l'Institut Pasteur, a été créé à la faculté de médecine de Necker le diplôme universitaire de mycologie médicale, cette fois-ci un peu plus médical que pratique laboratoire, et ce qui a largement favorisé les échanges interdisciplinaires. Ça, c'est vrai que c'est un point qui est très important parce qu'en mycologie, la discussion multidisciplinaire est essentielle pour bien prendre en charge le patient. D'accord, très bien, merci. Alors, d'un point de vue leadership, comme ça a été discuté au début, c'est vrai que les bactériologistes euh, ont de manière historique été très présents dans l'enseignement sur les micro-organismes, puis la virologie a pris son essor, la mycologie a pris son essor, la parasitologie aussi également. Est-ce qu'il y a des grands maîtres qui vous ont influencé et qui doivent rester une boussole pour les plus jeunes? Oui, moi j'ai eu la chance et j'ai un grand respect pour eux d'être adopté par donc les trois pastoriens, Drouet, Maria et Segretin. C'était déjà un tremplin extraordinaire. Et puis, j'ai eu la possibilité dans mon cursus d'aller aux États-Unis travailler au NIH chez Jack Bennett, qui est un homme remarquable. Il est toujours vivant. Et j'ai connu là-bas des gens comme Jun Kong-chung, et qui sont des mycologues tout à fait remarquables et qui également, sur le plan humain, sont des personnes tout à fait estimables. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour eux, pour leur gentillesse, pour l'accueil que j'ai eu et le travail que j'ai pu accomplir avec eux. Chez Jacques Bennett, j'ai travaillé sur la reconnaissance et la détection de l'antigène galactomannan dans les modèles expérimentaux infectieux du lapin. Et donc après, l'antigène galactomannan a eu un brillant avenir dans les laboratoires. Et puis j'ai également eu beaucoup d'estime euh, pour de nombreuses personnes, et j'ai des noms qui me viennent en tête. euh, dans les collaborations internationales, comme des gens comme Tom Walsh, qui, moi, m'impressionnait beaucoup par sa clarté, son savoir, ses connaissances diffuses. Des gens comme Dick Greville, comme David Stevens, comme Jack Edwards, Papa, Sanessi, Ganoun, etc. J'en j'en oublie certainement beaucoup, mais tous ces gens-là étaient des modèles. Et mais il y a également en Europe d'excellents mycologues qui sont apparus, comme Frank Hotz, Rodet, David Denning, De Hoog, Jack Mess, Dominique Sanglard. Je ne veux pas oublier tous les Français dans, dans cette énumération européenne et américaine. Et il faut reconnaître qu'en France, on a quand même eu la chance et le mérite de développer des chefs de service de mycologie dans tous les CHU pratiquement, avec des équipes de jeunes très performantes. Et bon, ça,
c'est une satisfaction de voir notre spécialité si bien représentée. Et avec en effet un maillage territorial qui est assez particulier à la France, avec 32 CHU où on va retrouver des spécialistes de mycologie médicale et qui ont une structure telle que la Société française de mycologie médicale qui leur permet d'échanger des expériences, mais également d'échanger sur les stratégies, d'avoir des congrès réguliers, etc. Alors si justement on en vient aux sociétés savantes, votre investissement autour de la SFMM a été très très important. Est-ce que vous pouvez nous en redire les principales étapes? Eh bien, j'ai fait bien sûr partie de la Société française de mycologie médicale dès mon entrée à l'Institut Pasteur. Et donc, le professeur Drouet en était le grand maître. Il a été le secrétaire général et le président pendant des années. J'ai pris sa succession en tant que secrétaire général pendant, je ne sais plus, mais au moins 15 ans, avant d'en devenir le président pour 2 mandats. Donc, c'était l'occasion de booster la mycologie, de développer de nombreuses collaborations, de créer des liens d'amitié très solides entre nous tous. Et en plus, la Société française de mycologie médicale avait un journal, son journal d'expression, le journal de mycologie médicale. Et donc, un de nos objectifs a été de le développer, ce qui fut fait progressivement en, en- en l'indexant à PubMed et Medline dans les années 2006-2007, par là, alors que notre impact facteur était plutôt bas, dans les, je sais pas, 0,30, 0,25, 0,30, mais progressivement. Tout cela s'est amélioré grâce à une politique plus stricte dans la publication, grâce à l'adoption de la langue anglaise comme seule langue de véhicule, grâce à la mise en ligne du journal et au travail de tous. Petit à petit, l'impact factor a dépassé 2. Je crois qu'il l'est encore de nos jours. Il y a des équipes très, très, très efficaces qui ont pris la relève. Et donc, c'est un succès, une satisfaction de voir que notre journal participe à la cohésion des mycologues et à la diffusion des connaissances. D'accord, merci. Alors ça, c'est pour le journal de mycologie médicale, mais si on redit quelques mots par rapport à la Société française de mycologie médicale, il y a eu un long investissement en tant que secrétaire général de la société pendant de nombreuses années, et puis ensuite 2 mandats de président ou un mandat de président de la Société française. C'est bien ça. C'est ça, oui. Deux mandats, si je me souviens bien. 2 mandats en tant que président, mais après un lourd investissement en tant que secrétaire général et on sait que cette tâche est particulièrement importante. Alors c'est une belle aventure, mais qui a en plus abouti à une très belle aventure, c'est-à-dire une aventure européenne. Qu'est-ce que vous pouvez nous Oui. redire sur la genèse de la Confédération européenne de mycologie médicale? Eh bien, on avait en tête avec M. Drouet et les autres chefs de service de l'unité de développer la mycologie française sur le plan européen. Il y avait déjà une société internationale qui est l'ICHAM et qui était très présente, mais dont les congrès n'étaient que très espacés, tous les 4 ans, si je me souviens bien. Et avec une différence notoire, c'est que l'ICHAM recrutait les gens individuellement. On faisait partie à titre individuel de l'ICHAM. Et nous, notre idée, c'était de créer une fédération des sociétés de mycologie au niveau de l'Europe. En fait, notre but a été dépassé puisque l'Europe s'est étendue à Israël, la Russie, etc. Donc, on a fait des propositions avec Édouard Drouet et Mariana Viviani, qui étaient avec moi-même les 3 gros artisans de ce projet. Et on a défini des statuts et proposé aux différents pays européens qui avaient, qui s'intéressaient à la mycologie de faire partie de cette fédération. Une des difficultés, c'est que la mycologie souvent n'était pas présente en tant que telle. Et pour en faire partie, il fallait avoir une société ou au moins un groupe de mycologie. Donc, dans nos statuts, eh bien, on a demandé aux microbiologistes
mycologues de se créer un groupe quand ils n'avaient pas de société. Et puis après, dans les années qui ont suivi, les sociétés sont apparues et on a réussi à agglomérer à l'époque 19 sociétés de mycologie. Maintenant, je pense qu'il doit y en avoir près d'une trentaine. Et donc, les statuts ont été adoptés. Très vite, le succès a été là. Les congrès se sont succédés. Euh, Afin de ne pas qu'il n'y ait pas trop de concurrence et trop de congrès, on a décidé de fusionner avec Transient Fungal Infection, le TIFI, qui était une émanation de l'EORTC, et c'est devenu le TIM. Et donc, cette confédération européenne, avec son nouveau nom, attire un très grand nombre de, de mycologues dans ces réunions, y compris des mycologues étrangers et américains qui avant dominaient un peu la situation, et, un grand nombre d'études collaboratives ont vu le jour et continuent avec succès, et les relations humaines également se sont tissées, et je pense que ça a été une belle réussite. Alors, le succès s'est confirmé et se confirme toujours. Donc, en effet, rappelons que là, on est en 1993. L'ICHAM existe et est déjà une très grosse société de mycologie avec, oui, cette différence de, Recrutement. de recrutement, membres versus société. Et donc, en 1993, il y a vraiment trois artisans à la création de l'ECMM, le professeur Drouet, le professeur Mariana Viviani et le professeur Dupont, avec une première réunion qui a lieu à Paris fin 1993 et qui permet de valider les statuts de cette société. Euh, donc ça c'est un point très important. Par ailleurs, si maintenant on regarde un peu de façon un petit peu plus individuelle et pour revenir sur le parcours, finalement, quelles seraient vos réalisations les plus marquantes dont vous êtes le plus fier? Les réalisations marquantes, c'est peut-être d'avoir boosté la mycologie sur le plan français et international. Euh, et ça, c'est basé au départ sur l'enseignement de la mycologie qu'il a fallu développer, poursuivre, euh, avoir relancé le centre de référence des mycoses et des antifongiques, qui, ce serait peut-être péjoratif de dire qu'il sommeillait, mais qui avait besoin d'un peu de renouveau, et qui a été, c'est vrai, servi par toutes les infections fongiques liées au sida. Et l'arrivée des nouveaux antifongiques, tout ça, ça a donné du travail et des responsabilités au Centre national de référence. C'est également et qui continue non seulement de fonctionner, mais qui a fait des petits, puisque d'autres centres se sont créés avec succès. Donc c'est une idée qu'il était important de préserver et de faire prospérer. Et à titre plus personnel, sur la mycologie elle-même, j'ai pu participer au développement de très nombreux nouveaux antifongiques. Certains sont arrivés sur le marché, d'autres ont été abandonnés, aussi bien par les tests in vitro, par les infections expérimentales animales que la participation à des études cliniques. Euh, et dans le domaine du diagnostic, le développement de la détection de l'antigène galactomanane a été une avancée assez nette. Et puis il y a eu des choses peut-être plus petites, mais moi, qui me tenaient à cœur. J'avais mis au point le traitement des mycoses vaginales récidivantes pour éviter les récidives, en se basant sur des conceptions un petit peu plus récentes. Et c'est ce que nous avions mis au point continue d'être le traitement de base. Et j'ai le regret de ne pas avoir été le premier à les publier, mais faute de temps, et les relatives difficultés de publier en anglais à cette époque, et puis la charge de travail des deux casquettes que j'avais faisait que on passait plus de temps peut-être auprès des malades ou au laboratoire qu'à écrire des articles.
Mais oui, on peut rappeler quand même qu'il y a eu de très nombreux travaux autour des stratégies thérapeutiques avec les dérivés azolés. On a vu arriver des nouvelles générations de triazole avec les l'amphotéricine B et ses nouvelles formulations, hein, notamment les formulations lipidiques, Oui. l'arrivée des échinocandines. Bon, c'était des champs d'investigation très très intéressants et là vous avez participé grandement à beaucoup d'essais cliniques. C'est vrai que sur le galactomanane, c'est quand même un test de rupture hein, qui a quand même changé complètement la donne sur le diagnostic des aspergilloses invasives. Et en 2026, on reste avec le galactomanane comme un outil diagnostique pivot de l'aspergillose. Alors, ça, c'est les grands succès et bravo. Quelles erreurs éventuellement vous accepteriez de nous partager? Qu'est-ce que vous en avez appris? Est-ce que c'est quelque chose qui constitue nécessairement des étapes du parcours de tout médecin ou de tout scientifique? Est-ce qu'il y en a qu'on peut citer? Ah, les erreurs ou les regrets, ça peut s'envisager en fin de parcours, ce qui est ma situation actuelle en mycologie. Mais avec l'erreur, peut-être, c'est d'avoir eu deux casquettes. J'étais donc chef de service de l'hôpital de l'Institut Pasteur, puis après de Necker, donc c'était du soin aux malades et de l'enseignement. Et puis, donc, chef de service de l'unité de mycologie. Et c'est sans doute un peu trop. J'ai passé près de 30 ans à l'Institut Pasteur et j'ai passé plus d'années à l'Institut Pasteur que dans ma famille, que chez moi. Donc, un peu au détriment des relations familiales. Ma longue retraite me permet de rattraper ce retard. Mais donc, le fait d'avoir eu deux casquettes est peut-être un inconvénient. C'était, mais bon, ce sont les hasards de la vie. Et au départ, c'était pas évident que les deux auraient pu fonctionner. Donc, c'est peut-être mon bilan de fin de carrière que je peux exprimer comme ça. Mais c'est intéressant parce que, bon, au final, pour arriver vers la fin de notre entretien, qui se veut un peu à destination de la communauté de mycologie, de l'ICHAM, de l'ECMM, de la Société française de mycologie médicale, quel conseil donneriez-vous à un jeune chercheur qui débute en mycologie? Ah, c'est d'être travailleur, passionné, d'avoir du bon sens. Et quand ces qualités sont réunies, euh, je pense qu'il faut qu'un jeune chercheur développe des collaborations, si possible, aille se frotter un petit peu aux mentalités et aux techniques d'autres personnes, notamment à l'étranger. Et je pense que de nos jours, il faut être très pointu dans un domaine. Il faut avoir des connaissances, certes en mycologie, mais il faut être très très pointu dans un domaine, que ce soit en génétique, en biologie moléculaire ou en chimie, de manière à pouvoir développer une activité de recherche que les autres n'ont pas, dans le but de la satisfaction personnelle de réussir, mais aussi pour l'avenir. Donc, il y a des domaines comme l'intelligence artificielle, par exemple, qui s'applique à différentes sphères médicales, mais qui peut aussi s'appliquer à la mycologie. Donc, c'est un autre domaine, mais peut-être qu'un jeune chercheur qui essaierait d'appliquer l'intelligence artificielle à la mycologie pourrait y trouver à la fois son bonheur et le succès. Euh, et puis, il faut essayer de garder les relations humaines. euh, et c'est pas toujours le cas ou pas toujours facile. On en a tous des exemples où des sujets sont brillants, mais sont des fois un peu difficiles à vivre. Très bien, ben merci pour ces riches conseils.
pour finir éventuellement sur une petite note légère, est-ce que vous avez envie de partager avec nous une anecdote intéressante ou voire même comique? Je ne sais pas. Oh, les anecdotes, j'en ai une qui, je ne sais pas tellement en santé, mais j'en ai une qui me vient là. Un jour avec Monsieur Drouet, euh, on avait été dans son chalet à la montagne avec mon épouse. Et il aimait bien prendre des photos, donc on prenait des photos. Et puis, il voulait qu'on le prenne en photo avec son petit chalet derrière. Donc, on le prend en photo. Et puis, pour agrandir un petit peu, on lui dit de reculer un petit peu. Et tout à coup, le professeur Drouet disparaît dans une faille. Il était tombé dans une faille peu profonde, mais on l'a retrouvé dans la neige en contrebas. Donc, petite anecdote qui me vient comme ça en mémoire. D'accord, bah, merci beaucoup. C'est l'occasion de rappeler que Édouard Drouet, qui était né en 1919 et décédé en 2000, et que le cours de mycologie médicale dont on a parlé tout à l'heure, il l'a créé à l'Institut Pasteur en 1953 et il a été vraiment un artisan majeur du développement de la mycologie médicale en France. Mais tout comme vous, et on a été très heureux de vous entendre et d'avoir votre témoignage sur l'évolution de la mycologie médicale en France et pas seulement, puisque en Europe et dans le monde aussi avec le CMM et l'ICHAM. Merci beaucoup, Bertrand Dupont, et on vous souhaite une bonne retraite active. Est-ce que vous avez un petit projet autour des champignons J'ai pas de projet autour de champignons, mais j'ai une retraite active je bridge, je jardine beaucoup, je pêche, je voyage et j'ai ma famille. Donc, je suis très occupé et j'ai la chance d'être en bonne santé pour profiter de ces années de retraite. Eh bien, on vous souhaite une excellente santé pour les années à venir. Merci beaucoup. Au OK, revoir. au revoir.